Ce sont les premières séances avec un nouvel analysant qui m'ont conduit à relire La mer morte d'André Green. Et lorsqu'il m'arrive d'évoquer ce texte en supervision, eh bien je me rends compte qu'il est très mal connu, ce qui me semble être une carence dommageable pour la compréhension de certaines situations. Alors je vais tenter d'en faire une courte synthèse qui, je l'espère, vous donnera envie de découvrir ou de relire ce texte essentiel. Lorsque André Green, en 1983, dans son ouvrage Narcissisme de vie, narcissisme de mort, quand il parle du complexe de la mer morte, de quoi parle-t-il exactement? Eh bien, il parle des conséquences d'une dépression maternelle sévère sur le fonctionnement psychique de son enfant. La mère morte, c'est l'expérience que traverse un enfant lorsque sa mère, après avoir été un objet chaleureux, devient subitement comme morte. Voici une maman, hier encore, attentionnée, pleine de vie, souriante, heureuse, tout simplement, et la voici soudain écrasée par un deuil, une perte, une déception, une horreur. La voilà soudain sans vie, littéralement éteinte. La voici surtout trop effondrée pour continuer à offrir à son enfant sa vitalité et sa joie. Certes, elle est toujours là, cette maman, elle est présente, bien présente, mais présente comme un spectre, comme un vêtement vide, comme une âme errante. Elle touche son enfant peut la toucher, mais ce qu'il touche est froid, glacial, désaffecté. La vie a quitté cette femme. L'enfant la voit évoluer tout près de lui et pourtant c'est comme si elle n'existait plus. Elle a perdu la flamme, le désir, le goût de vivre. De sa présence autour de l'enfant se dégage ce que Philippe Roth appelle dans l'un de ses romans la contre-vie. Cette aspiration irrésistible qui tire vers le bas, qui laisse la pulsion de mort émerger et l'emporter sur les bonheurs auparavant savourés simplement. Alors comprenez bien que nous ne sommes pas dans la configuration où l'enfant serait confronté à la perte de sa mère, c'est-à-dire à l'absence de sa mère parce que celle-ci serait morte ou qu'elle aurait quitté le domicile familial. Non, la mère ici est toujours présente, mais c'est une présence morte. Voici donc l'enfant confronté à une cassure du lien, et une cassure d'autant plus incompréhensible qu'elle est vécue en présence de la mère. Voilà cet enfant brutalement confronté au vide et coupable de son impuissance à ranimer la flamme de vie chez sa mère. Nous entendons souvent des patients qui évoquent les albums de photos de la famille et qui notent que les photos d'eux, prises jusqu'à un certain âge, montrent un enfant souriant, épanoui, joyeux, heureux. Et puis soudain, c'est comme si le bonheur disparaissait de son visage. Comme si une ombre planait désormais sur toutes les photos suivantes. Cette situation est une véritable catastrophe quand elle survient à un âge où l'enfant est dans l'incapacité de comprendre et d'élaborer autour de ce changement brutal. Parce que non seulement il perd un lien fusionnel, puisqu'il était finalement au centre de l'univers maternel, mais il perd en outre du sens. Et le seul sens qu'il va être en mesure de donner à la mutation intervenue chez sa mère, eh bien c'est qu'il en est responsable. Il est responsable du fait que sa mère se détourne de lui, ne lui accorde plus l'attention qu'elle lui dispensait auparavant si généreusement, qu'elle n'ait plus avec lui ce lien si fort, et il traînera cette faute sa vie durant. Pourtant, ça n'est pas la seule éventualité. Il peut y avoir un autre destin qui découle de l'écroulement de la mère. Si cet écroulement survient au moment où apparaît le père
dans l'univers de l'enfant? Eh bien, c'est le père qui peut alors être désigné comme le responsable de la perte d'amour. Et on imagine aisément les conséquences sur la triangulation oedipienne. Quoi qu'il en soit, ce qui hier encore faisait socle, socle fermé et solide, s'écroule pour laisser place à des ruines. Plus rien ne tient autour de l'enfant. Ce désinvestissement va évidemment, la plupart du temps, se trouver refoulé dans sa psyché. Mais il aura des répercussions, et des répercussions délétères dans la construction de son narcissisme et forcément des conséquences dans toutes ses futures relations objectales. Vous comprenez bien que nous ne sommes plus dans le champ des névroses, mais dans celui des pathologies du narcissisme, ou des états limites, si vous préférez les appeler ainsi. La clinique de ces pathologies n'a que peu de choses à voir avec celle des névroses, d'où les difficultés des jeunes analystes formés d'une façon trop exclusivement classique. D'où l'exigence qui est pointée par André Green quand il évoque la clinique des états limites et ce qu'elle demande comme abnégation de la part de l'analyste. Comment voulez-vous qu'un tel patient accorde sa confiance à son thérapeute alors que celui-ci est potentiellement capable de mourir d'un instant à l'autre dans la relation? Comment est-ce que ce patient pourrait investir un ou une partenaire sans crainte que celui-ci ou celle-ci s'évanouisse? Comment se laisser aller sans crainte à des échanges spontanés, vivants, libres, authentiques? Comment croire encore dans la possibilité d'un lien qui tienne? Et que peut bien d'ailleurs signifier le lien amoureux pour de tels sujets? En analyse, la conséquence se lie évidemment dans le transfert. Parce que c'est bien dans le transfert, et je dirais même par le transfert, que se révèle l'empreinte profonde de la mère morte sur le sujet. Cette lisibilité passe par une dépression masquée, comme dans d'autres tableaux cliniques. Mais dans ce tableau clinique spécifiquement, nous pouvons noter que dans un premier temps, la plainte va être articulée autour de symptômes déjà auparavant ressentis, des sommeils agités, de l'insomnie, des cauchemars, une espèce de terreur latente, des signes qui ont été vécus dans la petite enfance et que l'analyse fait en quelque sorte remonter à la surface. Ensuite seulement se dévoilera une autre résurgence, celle des mécanismes de défense que l'enfant a été contraint de mettre en place. Et le plus fréquent, le plus visible de ces mécanismes, certainement, c'est l'identification inconsciente à la mère morte. L'enfant va, si vous voulez, mimer sa mère et devenir mort lui-même, devenir éteint. Plus qu'une identification, on pourrait même dire qu'il s'agit d'une introjection. C'est une façon pour l'enfant d'imaginer qu'il continue à faire exister à l'intérieur de lui un lien vivant, si on peut dire, entre deux entités mortes. Un autre mécanisme de défense consiste à trouver une béquille, une prothèse, comme disait André Green, un objet permettant au sujet de s'illusionner quant à la capacité de cet objet de combler ce qui est évidemment incomblable. Et la désorganisation profonde engendrée par le traumatisme précoce explique cette fixation exclusive sur l'objet, une dépendance d'autant plus forte qu'est profond le vide ressenti par le sujet. Alors que l'objet vienne à faillir ou à disparaître, et le sujet s'écroule. D'où l'observation de cette quête compulsive et désespérée destinée à boucher le trou psychique, comme le dit encore André Green. Vous lirez dans le texte original combien de nombreux artistes trouvent dans la création la béquille indispensable et souvent au détriment de l'amour.
Vous ferez probablement des liens avec la littérature et le cinéma, qui campent souvent des personnages dont le destin a été marqué par l'empreinte indélébile d'une mère morte. Et vous noterez les références à Donald Winnicott, qui a lui aussi évoqué les mères déprimées dans de nombreux articles. Bonne lecture ou relecture. À bientôt.